Bonjour, bienvenue dans la saison 2 de Comme d'Archi, le podcast qui vous ouvre les portes du monde fascinant de l'architecture, dans une approche non manichéenne et pour ne pas opposer passé et futur, dans une réflexion transversale permettant de vivre au présent dans un cadre de vie plus heureux car mieux identifié. Carpe diem. Je suis Anne-Charlotte, chroniqueuse du podcast, accompagnée de l'ingénierie son pour vous offrir le meilleur. Merci et heureuse de votre fidélité. Maintenant, place au talent. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Pierre-Louis Taillandier. Bonjour Pierre-Louis. Bonjour Charlotte. Et bienvenue dans Comme d'Archi. Vous arrivez directement de Toulouse, je crois ? Oui, par l'avion, directement. Vous êtes architecte urbaniste et à la tête de votre agence que vous avez créée en 1993, Taillandier Architecte Associé ou TAA. Quelle est l'appellation la plus... Alors, en 93, c'était pas TAA, c'était Suter plus Taillandier. D'accord. Et c'est devenu TAA quand j'ai racheté les parts de mon ancien associé en 2012. D'accord. Donc oui, c'est Taillandier Architecte Associé, TAA. Votre maison mère se trouve à Toulouse. Vous avez des antennes à Bordeaux, Montpellier et Paris. D'autres agences comme vous ont un rayonnement à l'échelle de la France avec une base en région, mais ça reste rare. Et pour cause, vous faites partie des agences importantes avec une centaine de collaborateurs et collaboratrices. D'ailleurs, j'en profite pour souligner qu'en 2020, vous avez obtenu la note de 92 sur 100 à l'index égalité professionnelle homme-femme ou femme-homme. Bravo! Vous vous revendiquez comme une agence généraliste dotée de plusieurs pôles d'expertise: urbanisme, architecture, économie de la construction, suivi de chantier, visualisation architecturale, BIM, Building Information Modeling, et coordination administrative. Vous travaillez tant dans le public que dans le privé. Vous avez de nombreux clients institutionnels. Et là, je cite: pour parvenir à l'évidence d'une solution architecturale ou urbaine, une méthodologie rationnelle et efficace a été mise en place, construite autour de 5 dimensions: contextuelle, intellectuelle, technique, financière et sensible. On va commencer par le début. Quel est votre parcours ? Quelle a été votre jeunesse ? Où s'est ancrée votre envie d'architecture ? Quelles ont été vos études ? Bon, ça c'est une vaste question. Je pense que pour répondre à mon envie d'architecture, je pense que pour moi, l'architecture, ça a été une psychanalyse. Par mon père qui sort de l'assistance publique, donc j'ai pas de famille d'antécédents, et par ma mère immigrée italienne, de parents qui étaient eux-mêmes orphelins, ça limite extrêmement toute racine familiale. Et je crois que l'humain a besoin aussi de racines, et quand on les a pas, eh bien, il faut se les créer. Et je pense que construire mon monde était une façon de pouvoir aussi me construire mes racines. Donc une forte capacité de résilience. Oui, alors je pense que je suis passé par des périodes de révolte sûrement, et c'est pour ça que j'ai fait de la boxe, et ce qui m'a permis de partir aux États-Unis, de décrocher une bourse, parce que j'étais champion de France de boxe à ce moment-là, quand j'étais sélectionné par l'Académie d'architecture pour le prix des architectes de moins de 30 ans, et je pense que c'est ça qui a fait la différence plus que mon portfolio. Je pense que c'est les deux combinés qui font aujourd'hui sûrement ce que je suis, quoi. Et donc, vous grandissez à Toulouse ? Non, pas du tout. Alors moi, je suis né à côté de Nancy, à Pompée. Pompée, c'était les aciéries de Pompée qui ont forgé les éléments de la Tour Eiffel, entre autres. Mon père était pilote à l'AT, donc après il a quitté, il est rentré à la SNCF. Et on est parti tout de suite en Ariège, puis après du côté d'Agen. Ensuite, j'ai passé toute mon adolescence à Montluçon, où j'ai passé mon bac E, donc technique et mathématiques, qui me donne cette attirance pour les choses assez précises, bien dessinées, techniquement bien pensées. Après, j'avais le choix entre Bordeaux et Toulouse pour faire mes études d'architecture.
Donc je suis allé à Toulouse parce que la ville m'intéressait plus, alors que je pense qu'à l'époque, l'école d'architecture de Bordeaux était plus cotée. Et puis après, j'ai quitté Toulouse, j'ai suivi Barton Myers qui est venu faire un concours d'architecture et d'urbanisme sur Marengo à Toulouse. Et il venait de gagner le pavillon de l'Expo universelle de Séville pour les États-Unis. Et il fallait qu'il aille chercher un architecte d'opération. Et comme il avait apprécié les qualités que j'avais mis sur ce concours, il m'a proposé de l'accompagner pour sélectionner cette personne, étant donné que je parle toujours espagnol. Et à l'issue de ce voyage, il m'a dit viens étudier à UCLA, je suis prof là-bas, en urban design, et tu pourras travailler à l'agence aussi. Oh oui, sur le papier, c'était bien. Après, il fallait que je trouve les financements, puisque mes parents, mon père était simple employé à SNCF, ma mère couturière, donc c'était pas comme ça que je pouvais y aller. C'est comme ça que j'ai pu gagner cette bourse de Lansbury donnée par l'Académie d'architecture, grâce à la boxe. Voilà. C'est incroyable. C'est, vous aviez un potentiel de défoulement par la boxe ou c'était une école de courage? Ouais, non, je pense que à un moment donné, vous êtes pas identifié à une population, à une lignée, à un groupe. C'est un peu compliqué de vous rattacher à tout ça. C'est pour ça que moi, je pense avoir beaucoup d'empathie pour les migrants, pour les immigrés, parce que c'est quelque chose de difficile. Et quand vous n'avez même pas ça à vous rattacher, c'est sûrement à l'adolescence une colère. Et je pense que ça a été bien de la contenir et de la canaliser et de la positiver à travers la boxe. D'avoir des gens qui ont été là pour moi et qui m'ont donné le bon chemin, la bonne voie. Et je pense que ça, c'est important d'avoir des moments des gens qui sont là que pour vous. Vous ne pouvez jamais leur envoyer l'ascenseur. C'est pour ça aussi qu'il faut savoir le faire aussi sans attendre quoi que ce soit. Donc, pour que nos auditeurs identifient bien votre parcours, donc vos études, le cadre, comment ça s'est réellement cadré? Moi, je veux être architecte donc, depuis l'âge de 11 ans et donc je fais tout en conséquence pour. Donc, on me dit que le meilleur bac à l'époque, c'est faire un bac E, puisque c'est maths et technique, parce que vous dessinez au rotring. L'informatique est arrivée juste au début de mon installation. Je vais par moi-même voir la différence entre les DESA et les DPLG. Bon, donc DESA, c'est payant, donc ça ne va pas pouvoir le faire. DPLG, ça peut le faire. Alors, entre-temps, mon père insistait pour que je rentre à la SNCF, que je sois ingénieur et tout. Bon, enfin bref. Mais bon, j'étais déterminé et voilà. Après, il n'y avait pas les États-Unis, c'était pas un objectif, ça a été une opportunité. Et c'est sûrement la boxe qui permet ce genre de saisir les opportunités. Ce que je dis toujours, à un moment donné, il y a une ouverture dans un combat. Si vous la saisissez, vous la saisissez pas. Mais bon, si vous la saisissez pas, c'est perdu, quoi. Voilà. Quelque part, c'est le sport qui vous a amené là, alors? Non? Ah oui, moi je suis convaincu que le sport est une échelle sociale. Et puis c'est formateur, je pense que ça donne un cadre de travail. La boxe, c'est une vraie école de la vie, quoi. Je veux dire, vous devez vous entraîner tous les jours, à heure fixe, dormir, faire la sieste, faire attention au poids. Voilà, Donc, vous sortez quand de l'école? Alors, je sors en 1989. Ouais. Voilà. Et vous commencez à travailler? Je travaille, oui, parce qu'il faut que je rembourse mon père, puisqu'il m'a avancé un peu d'argent pour m'arrêter de travailler pour préparer mon diplôme. Je gagne le prix du Cobati, du meilleur diplôme, et c'est une bourse qui me permet d'aller faire un voyage d'études où je veux. Donc, je voulais aller à Berlin. Mais entre-temps, dans l'agence où je travaille, chez Jean-Michel Fondecave, il veut faire le concours d'urbanisme de Marengo. Il avait été faire des études aux États-Unis. Et il fait venir Barton, et c'est comme ça que ça s'enchaîne. Barton propose ça. Et là, je me dis, il faut que je trouve des moyens financiers pour y aller. Et je vois l'académie, ce portfolio sur les étudiants
français de moins de 30 ans, et je suis sélectionné, alors ce qui est déjà en province rarissime. J'étais le seul sur les 5, parce qu'on a sélectionné 5 pour un oral, qui déjà se tenait en anglais, et là, moi je parlais plutôt l'espagnol plutôt que l'anglais, et ça avait été terrible l'entretien. C'était Paul Lamache, le président, et quand j'arrive, la personne pour qui je travaillais me dit « Mais tu vas voir, c'est une fondation américaine, les Américains, ils surveillent leur argent, il y aura des architectes américains, le fait que tu sois champion de France de boxe, ça va leur plaire et tout. » Mais je dis « Mais attends, je vais à l'Académie d'architecture, place des Vosges. » Je dis « Non, j'ai passé pour un voyou, c'est pas possible, je vais pas faire ça. » Et puis, alors, la veille, j'apprends 3-4 phrases, et je commence l'interview avec tout le jury dans l'hôtel de l'Académie d'architecture, assez imposant. Et je dis, voilà, my name is Pierre-Louis Taillandier, I'm an architect since 1889 and a champion of France of boxing since 1888. Et là, Paul Lamache qui me dit, bon, écoutez, monsieur Taillandier, en français, il me dit, on sait que vous êtes un sportif de haut niveau, mais vous êtes là pour nous parler d'architecture. Et là, j'ai dit, putain, je savais, il fallait pas que j'en parle. Là, je savais. Et là, je lui dis, mais monsieur le président, c'était pour me présenter. Et j'ai même pas eu le temps de terminer de présenter, qu'il y a un Américain qui se lève et dit, non, monsieur le président, aux États-Unis, le sport de haut niveau, ça va avec les études de haut niveau. Lamache se lève, quitte le jury. Là, un blanc, et là, c'est l'opportunité. Et comme je parlais pas bien pour parler assez bien d'architecture en anglais, je commence à le faire en français, comme l'avait intimé Paul Lamache. La personne relève, comme Lamache était parti. Et juste à la fin, il y a une personne qui me dit « Alors, vous allez où ?» Je lui dis « Moi, je veux travailler pour Barton Myers à Los Angeles et étudier à UCLA. » Ah oui, alors elle était architecte, visiblement, elle connaissait Barton. Et donc, elle me dit, mais vous parlez l'anglais Je lui dis, écoutez, là, je travaille, je prends des cours à côté. De toute façon, maintenant, je suis décidé à y aller. Donc, si je gagne la bourse, tant mieux, ça m'aidera. Sinon, il faudra que je fasse différemment. Et en fait, ça s'est décidé entre moi et un autre architecte qui était plus âgé que moi. Moi, j'avais juste 25 ans. Donc, c'était entre 25 et 30 ans. Et lui, il avait 29 ans. Il rentrait du Japon. Il voulait aller étudier avec Tchoumi. Il avait un très beau portfolio, plus beau que le mien. Mais il n'était pas sportif de haut niveau. Et puis, ils ont dit, vous avez déjà fait beaucoup de choses, et lui, il commence, donc ça va plus l'aider. Voilà, Du coup, aujourd'hui, vous êtes à la tête d'une agence d'une centaine de salariés, c'est ça ? C'est ça. L'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ? J'avais pas vraiment de plan défini de carrière. Je pense déjà que quand vous êtes architecte, vous n'êtes jamais satisfait de ce que vous faites. Donc vous remettez toujours les choses en question et vous essayez toujours d'améliorer les choses. Et puis en plus, moi, c'était, comme je vous ai dit, c'était plus une thérapie. Donc je savais que je voulais m'installer. Je pense que quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu la révélation de ce qu'était une vraie agence structurée, avec du monde, des gens qui étaient à leur poste et qui libéraient le maximum de temps pour être bien. Oui, alors je dirais aujourd'hui, je suis arrivé à l'outil de travail qui me convient pour faire l'architecture que je veux faire. Voilà. Et c'est quoi l'architecture que vous voulez faire ? Je pense qu'il faut, c'est pareil, j'aurais un terme plutôt sportif, il faut savoir boxer dans sa catégorie. Moi, mon ambition, c'est de faire des bâtiments fonctionnels, bien pensés, bien construits. Après, s'ils plaisent, s'ils font la ville, ils doivent faire la ville. Peut-être pas ostentatoirement. Je pense qu'il y a aussi de l'architecture d'accompagnement. Le logement, par exemple, doit être une architecture d'accompagnement de la ville. On s'émerveille sur des ensembles bâtis haussmanniens, 18e à Toulouse, avec la brique. Et franchement, vous voyez une unité et il n'y a pas de gestes architecturaux plus forts que les uns que les autres. L'architecture de concours dans les AC a mené une espèce de cliquetis en permanence, et je ne sais pas si ça fait vraiment la ville, quoi. Donc c'est un vaste débat, mais bon, c'est celui de notre société aujourd'hui. Justement, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets ? En regardant sur votre site, j'ai remarqué que vous êtes tout de même très prolifique dans la région toulousaine.
Ce qui me semble aussi intéressant, vous menez des opérations de grande envergure, comme votre projet de la Cour du Dôme dans le centre historique de Toulouse, comme beaucoup de plus petits projets de maisons individuelles. Oui, alors c'est amusant parce que cette semaine, j'ai demandé qu'on ressorte des archives le premier projet de l'agence, qui a été conçu en 91. J'étais encore aux États-Unis avec mon futur associé, ex-associé, mais qui n'était pas encore un associé à l'époque. Et elle est pas sur le site, cette maison, parce qu'à l'époque, on l'avait dessinée à la main. Les photos, c'est des diapositives. On va le sortir. C'est une maison tout en métal. Et j'étais assez drôle parce que je trouve qu'elle est encore beaucoup d'actualité. C'est vous qui aviez ramené cette technique des États-Unis? Parce que c'est beaucoup plus facile là-bas, le métal. Oui, c'est la structure ballon aussi qui est en Le bois. balloon Voilà, frame. voilà, exactement. Et à l'époque, c'était aussi cette idée de faire de. On n'était pas encore dans les problématiques que l'on connaît aujourd'hui, même si moi j'ai toujours été attiré par l'environnement et j'ai travaillé là-bas aux États-Unis avec Baruch Givoni sur les systèmes passifs. Et d'ailleurs, la maison en question est entièrement axée sur le passif, ventilation naturelle, rafraîchissement, etc. C'était aussi une idée de faire du logement pas cher, donc trouver des techniques industrielles de répétition et de construction qui permettaient d'être plus dans l'industrialisation que dans l'artisanat. Et de par ma formation technique, le métal était quelque chose qui me plaisait beaucoup, qui continue à me plaire. Le bois aussi. Enfin, je sais pas, on n'a pas de matériaux de prédilection. Par contre, c'est la mise en œuvre du matériau qui nous intéressait, pas de faire du fake. Et Ouais. puis, avec votre attache toulousaine, vous êtes amené à travailler beaucoup avec la brique, j'ai l'impression. Oui, alors c'est vrai que ça a été un problème quand vous êtes jeune archi. À l'époque, le POS de Toulouse, on ne parlait pas de PLU encore, avait une règle où il fallait mettre à minima 30% de plaquettes sur les projets, quoi, ce qui était quand même une horreur totale. Donc, c'est déjà de le rédiger de cette façon. Non, alors c'est vrai que bon, on a essayé de faire des choses où on travaillait la brique, mais différemment, avec des bricoteurs d'étage, essayer de voir avec l'industrie et ce qu'on pouvait faire. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est encore plus d'actualité et revenir sur des choses ancestrales comme la brique de terre crue, qui est vraiment aussi un matériau extraordinaire et très intéressant. Vous parliez qu'on était sur le BIM et ce que je veux parachever, donc peut-être compléter la première question, c'est arriver à mettre un bureau d'études autour du renouvellement durable et de pouvoir justement calculer tous ces murs de pisé qui, aujourd'hui, il y a peu de bureaux d'études qui savent mixer toutes ces techniques et j'aimerais arriver à faire ça. Alors, on va en revenir à l'histoire de vos projets. Votre première maison en métal. Oui. Oui, je pense que c'est plus des projets clés qui ont été clés, pas que pour l'architecture, mais pour le développement de l'agence et des rebondissements. Donc, je crois que ensuite, on a passé 2 ans où on a perdu concours sur concours et je crois qu'on en a fait 13 d'affilée. On en a perdu 11 et les 2 qu'on a gagnés, on les a pas réalisés. Et donc, au bout de 2 ans, on allait déposer le bilan et puis j'ai fait les pages jaunes, comme moi, je connaissais personne à Toulouse. Et je suis arrivé à une mairie à Aigrefeuille et le maire me dit « Ah, mais vous êtes architecte, c'est la première fois qu'on voit un architecte chez nous. » Donc c'était un petit village, hein, je crois que je ne sais pas s'il y avait 500 ou 1000 habitants. Mais comme c'était A, donc ça commençait par les premières lettres de l'alphabet. Et puis il avait daigné surtout à me recevoir parce qu'il y en avait beaucoup qui ne répondaient pas, comme vous êtes personne. Il me dit, mais vous savez qu'on a une école à faire, enfin une classe à faire. Ben, je dis non, je dis moi j'ai besoin de travail. Ben, il me dit, suivez-moi. Donc c'était une petite ferme bricolée, et puis donc on a bricolé un truc, et on avait pris la femme et l'enfant de Miro Stablo avec la spirale, et on avait travaillé, parce qu'il fallait des verres sérigraphiés pour pas que les enfants se fassent mal, etc. Et on avait tout décliné, ce petit projet qui a été publié après comme architecture de la région, et voilà, ça a enchaîné comme ça. Voilà, ça a été, je pense, le projet qui a fait basculer, qui nous a fait rentrer les honoraires et puis qui nous a permis d'avoir une première publication.
D'accord. Et du coup, après, ça s'enchaîne sur un programme précis ou sans, Non, non, sans non, non, je veux dire spécificité? jusqu'en 2000, on fait essentiellement du marché public. Mhm. Alors qu'au début, je voulais faire du logement parce que c'était plus simple et c'était moins risqué, parce que je savais que j'avais fait beaucoup de concours chez les autres agences et je savais un peu la complexité de l'investissement. Quand on a commencé, il n'y avait pas encore la loi MOP, donc tous les concours n'étaient pas rémunérés, c'était un gros investissement. Quand vous faites ça, vous faites autre chose, enfin. Et 2000, ben, on a encore un coup dur. On se fait planter par un promoteur sur un projet, et puis on gagne 2 concours consécutifs. La surélévation du théâtre du Capitole, et puis le lycée de Blagnac. Bon, je suis moins satisfait du projet parce qu'on était plusieurs associés qui n'ont pas tenu le projet, mais le théâtre du Capitole, c'était emblématique, quoi. Je veux dire, quand on connaît l'importance du théâtre du Capitole dans le monde de l'opéra, faire sa surélévation dans un bâtiment historique, centre historique. Et nous, on a continué après à travailler, bien que je n'ai pas un diplôme de Chaillot, vraiment dans l'architecture patrimoniale. Et puis D'accord. après, il y a la Caisse d'épargne, pareil, qui est un bâtiment haussmannien, un des plus beaux bâtiments haussmanniens de Toulouse. Alors, c'est vrai que quand les Parisiens voient le projet de la pierre, tout ça, ils sont habitués. Mais nous, à Toulouse, c'est un peu rare. C'est Mhm. extrêmement rare. Et pareil, c'est un bâtiment il y avait 3000 mètres carrés, on l'a passé à 6000. Et puis, on a retravaillé avec des volets qui permettent de briser la lumière, de la filtrer en inox poli. Et il y a un des grands archis de Toulouse qui vient de prendre sa retraite, c'est Gérard Ruet, qui est aujourd'hui Cardet-Huet et qui c'est devenu Cardam, qui citait ce bâtiment comme un des bâtiments exemplaires de Toulouse, quoi. Oui, bah d'ailleurs, dans les agences implantées en province, c'est Cardam, Ouais. l'agence à laquelle je pensais. Et Mm. puis après, bien évidemment, il y a des petits projets qui comptent pour nous, mais qui sont moins connus. Un petit, la Garonnette. Et puis après, il y a le concours qu'on a gagné avec Rennes, qui pour moi est emblématique, c'est le mythe. Mhm. On a failli gagner l'écart d'argent, hein, on a été Mhm. finaliste. Mhm. Je crois que bon, on n'a pas eu de chance. Il y avait le projet des Grafton. Et faire un parc des expos en plein Covid, ça l'aide pas trop, quoi. Donc, je pense on aurait peut-être attendu un peu cette année. Je pense que ça aurait été plus profitable de le présenter à l'écart d'argent cette année. Mais bon, c'est comme ça. Mhm. Vous avez déjà esquissé quels sont vos projets emblématiques? Vous voulez en parler un peu plus? Oui, alors en ce moment-là, on livre et on va bientôt communiquer dessus. C'est les Halles Latécoère. C'est un bâtiment assez extraordinaire. C'est toujours pareil, c'est un bâtiment patrimonial. Donc un peu complexe puisque il est monument historique, mais au titre immatériel de l'industrie aéronautique à Toulouse. Mhm. C'est de là qu'a commencé l'aéropostale. Donc Monsieur Latécoère a commencé à faire des wagons dans cette usine, puis après il est passé aux avions, et puis des avions, après il a continué en créant l'aéropostale. Et donc Vous êtes associé sur ce projet? oui, j'ai Pierre-Yves Caillot qui est architecte des monuments historiques, Mhm. puisqu'il fallait un MH. Mhm. Et Pierre-Yves, on a appris à se connaître et à s'apprécier. Et puis il me sollicite maintenant parce il aime bien. Enfin, je laisserai parler à ma place un jour s'il vient à votre micro, mais notre façon d'aborder le patrimoine de manière décomplexée, comme il dit. Mhm. Voilà. Et ça, je pense que c'est un bâtiment qui va beaucoup compter parce que il illustre vraiment la problématique aujourd'hui. C'est un bâtiment qui illustrait le XXe siècle, qui était fait de béton, d'acier, qui était dans une industrie lourde, donc l'aviation, les trains. Et là, on le transforme pour les startups. Et donc, on est venu se glisser avec des boîtes en bois. On a gardé toutes les 3 halles et donc rénové en gardant le maximum de choses, les traces du passé, des gens qui ont travaillé dans ces lieux. Et on a planté un espace vert de palmiers qui font une évocation au voyage vers le sud de l'aéropostale.
Et ça montre aussi la dualité entre ce qu'est l'économie du XXe siècle et celle du XXIe siècle, les préoccupations du XXe siècle et celles du XXIe siècle, où on est en train d'essayer de baisser le carbone, et ce qui n'était pas le cas au XXe siècle. Et le contraste des deux donne un dialogue assez intéressant. Et rappelez-nous, il va être livré quand ? Là, on lève des réserves. On doit faire une exposition à Paris, là, dans la galerie d'Archistorm, sur ce projet. Mais bon, comme il y a eu les Covid, tout ça, ça a été reporté. Ça nous a pas aidé. Ça vous a beaucoup impacté dans votre agence ? Oui, c'est, je veux dire, on a travaillé 10 mois sur 12, quoi. Et donc, le chiffre d'affaires est sur 10 mois et pas sur 12. Donc, oui, bien sûr. Et du coup, vous avez été obligé de licencier ? Non, on a sur certaines agences, oui, à Bordeaux, parce qu'il y a eu, en plus de ça, en plus du Covid, on a eu des élections municipales à rallonge. Donc, on sait très bien que les périodes de préélection sont compliquées pour nous, les architectes. Oui. Depuis quelques décennies, on déteste les maires bâtisseurs. Et maintenant, on loue les maires chartiniers. Donc, ce qui est pas mal. Je pense que ce qui est bien, c'est de pouvoir avoir une balance entre les deux. Surtout pour les villes, si on veut vraiment éviter l'étalement urbain, il faut quand même densifier nos villes. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Alors, comment est composée votre équipe ? Et peut-être que vous allez nous parler aussi de vos antennes. Alors, les équipes, la structuration du groupe, il y a une holding de tête dans laquelle il y a tous les services, on va dire, ressources humaines et direction administrative financière, à laquelle on a mis le BIM, puisque le BIM travaille aussi sur toutes les agences et les sociétés du groupe, notamment l'économie de la construction et tout ce qui est imagerie et imprimante, maquette sur les imprimantes 3D. Dans cette holding, vous avez Stéphanie Loche qui est la RH, Charlie Gouchu, le DAF et Julie Alain qui sont ma comptable principale, qui sont des cadres, qui sont là pour certains depuis très, très longtemps. Après, sur les agences d'archi, donc il y a mon bras droit qui est Foued Amami, qui lui supervise un petit peu toutes les agences et surtout il a encore les mains dans le cambouis. Voilà. Donc c'est lui qui regarde tous les DCE, quand il y a des problèmes sur certains chantiers ou du SAV, c'est lui qui est derrière. Donc plus jeune que moi, donc il a plus de patience. Et voilà. Puis moi, je dois faire autre chose que tout ça. Et puis après, j'ai des cadres importants dans les agences. Et pourquoi vous avez créé des antennes à Bordeaux, Montpellier et Paris ? Je pense que dans les périodes qui sont compliquées, comme celle qu'on vient de vivre, cette stratégie m'a donné raison. Parce que quand il s'agit de discuter avec les banquiers, quand vous ne pesez pas beaucoup... Quand on a voulu s'installer avec mon ancien associé en 93, les banquiers, il y en a, on ne leur demandait rien, on leur demandait juste d'ouvrir un compte. Ils nous refusaient le compte. Quand vous avez une structuration comme la nôtre, c'est plutôt eux qui viennent vous voir pour vous proposer des services. Et l'argent qu'on a pu lever grâce à la force de notre structure avec le PGE nous permet d'avoir une trésorerie qui nous permet jusqu'à présent d'avoir pu garder nos effectifs et d'être passé à travers les gouttes. C'est aussi la province, c'est comme tout, je pense que c'est, vous savez, la mince, il y a le côté réversible des choses. Donc une bonne chose cache une mauvaise chose. En province, dans une petite ville, tout est relatif, mais vous avez accès facilement à tout le monde. Mais au bout d'un moment... ça s'épuise vite. Voilà, ça s'épuise vite, vous êtes toujours la personne en cible. Voilà, on ne vous juge même plus pour ce que vous produisez, mais pour ce que vous représentez. Donc l'idée de stratégie d'avoir des antennes à côté, c'était accompagner aussi du développement pour justement ne pas rester que sur la région Midi-Pyrénées qui est devenue Occitanie, donc Montpellier, ça devenait une logique. Bordeaux était plus logique puisque nous, c'est le lit de la Garonne et donc les échanges sont plus fluides. Moi, j'ai travaillé pour la région Aquitaine avant de travailler pour la région Midi-Pyrénées, par exemple. Donc ça, c'était une stratégie. Puis je pense que
l'ordre des architectes aujourd'hui impose de rester un architecte à 51% dans une société. À mon avis, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, ça va exploser comme ça s'est passé chez les notaires, chez les avocats, etc. Cette histoire de monopole. Et donc, à un moment donné, il se pose aussi la question de comment vous faites évoluer un outil de travail. Est-ce qu'on est capable, nous, Français, de faire des SOM, d'avoir cette pérennité d'une culture d'architecture dans le temps? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ce n'est pas nécessaire? Pour nos auditeurs, vous pouvez préciser qui est SOM? Skid Owen Moore, qui Voilà. sont des architectes américains. De Chicago et depuis oui, très longtemps. de New York. Ouais. À votre avis, quels sont, en dehors de l'aspect financier, des banques, etc., dont vous avez déjà parlé, et de votre stratégie de vous étendre un peu sur le territoire en région pour avoir un accès plus dense à la commande, en dehors de ça, qu'est-ce qui, à votre avis, vous a permis d'arriver justement en région à une taille d'agence qui est quand même très conséquente? Des compétences que les autres n'ont pas, peut-être? Non. Ça serait présomptueux. Non, je pense que j'ai un côté pragmatique et organisé. Quand je faisais mes études d'archi, je m'entraînais tous les soirs. Il fallait que j'organise mes choses, mes projets d'une certaine manière pour pouvoir les rendre. Et moi, je ne fais pas ça pour faire plus de projets. C'est pas la question. La question, c'est d'avoir accès à une commande intéressante. Quand vous faites le mythe, qui a été à un moment donné un des plus gros chantiers d'Europe, si vous n'avez pas une agence conséquente, vous ne le faites pas. Donc, si vous voulez vous confronter à des projets comme les Halles Latécoère, qui font presque 30 millions d'euros, si vous n'avez pas une agence conséquente, vous ne le faites pas. C'est les grosses agences qui sont en région parisienne qui viennent les faire. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire ce genre de choses et puis surtout, moi, de me libérer de tout ce qui m'embête, quoi. La finance, les ressources humaines, les contrats, les trucs. Moi, je fais plus les entretiens d'embauche. Je viens parler avec vous à Paris, voilà, je prends l'avion, c'est super. Vous vous êtes donné la capacité de déléguer. Voilà, et de faire confiance, parce que c'est... Mais c'est une vaste hypocrisie. L'architecture se fait pas tout seul. Se fait pas tout seul. Vous avez des ingénieurs, vous avez des collaborateurs. Voilà. Donc, si à un moment donné vous voulez faire tout, ben vous êtes à la fois maître d'œuvre, maître d'ouvrage. Non, c'est pas vrai, quoi. Je veux dire qu'à un moment donné, il y a des équipes. Là, on vient de sortir un livre assez intéressant avec un de mes amis d'enfance là, que justement j'avais mis en place. C'est organiser cette transmission du savoir pour justement garder l'esprit de l'agence. Et si, j'en ai peut-être un dans mon sac, je vous laisserai. Et avec plaisir. Ça touche beaucoup à la psychanalyse. Mais, comment s'intitule ce livre? La transmission du savoir en agence architecture. Voilà. Et donc, visiblement, ça n'a jamais été fait, voilà, d'expliquer comment on devient architecte en agence d'architecture. Avec toute cette problématique de savoir, mais moi, j'ai plus le temps de former les assistants, donc je formais tous mes cadres, comment mes cadres forment les assistants, avec cette même volonté, ce que l'on veut mettre en place dans notre agence, cette rigueur dans le dessin, dans la construction, dans l'usage. Voilà. Et puis après, à un moment donné, cette dernière dimension sensible qui fait qu'à un moment donné, le projet il bascule ou pas dans quelque chose qui va émouvoir ou pas émouvoir, mais s'il n'émeut pas, il fait la ville et il fonctionne bien, c'est déjà pas mal. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'il faut regarder déjà le programme. Quand on fait un bâtiment, quel qu'il soit, que ce soit de logement, de bureau, il y a des gens qui vont y vivre, qui vont y travailler. Et déjà, c'est que ces gens-là soient bien dans ce qu'ils vont vivre au quotidien dans le bâtiment que vous faites. Et puis après, il y a aussi ce que vous avez laissé sur le bâtiment, même si on parle de durée périssable d'un bâtiment. Mais aujourd'hui, un bâtiment dure plus longtemps que la vie d'un homme. Donc, et puis s'il a quelques qualités... Oui, heureusement. Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas.
Ouais. Il y a eu une période où, moi, quand j'étais aux États-Unis, Frank Gehry, c'était l'architecture éphémère. Quand on faisait des trucs, ça disparaissait, puis on refaisait autre chose, etc. Mais je pense que l'architecture, c'est quelque chose qui est fait de permanence. C'est ce que on avait comme discussion, tant qu'on sera des individus avec une taille à peu près similaire, moyenne, et fait de sens qui sont les nôtres, l'ouïe, l'odorat, le regard, le rapport à l'espace restera le même. Et je pense qu'il y a que deux types d'architecture, hein, c'est la classique et la baroque. Et on peut combiner les deux, et ce qui est assez intéressant, quoi. Je veux dire, le plan ou la façade ou la dilatation de l'espace, ça reste à travers les âges la même chose. Après, on peut le réécrire comme on veut. On doit prendre en considération les problématiques de notre siècle, et je pense que intégrer dans les bâtiments de plus en plus de matériaux biosourcés, faire attention à être économe en énergie, tout ça, je pense que c'est indispensable. Mais je pense que ça fait un petit moment qu'on y réfléchit. On l'a perdu de vue pendant peu de temps, parce qu'il y a un siècle de ça, on ne vivait pas de la même manière. On faisait attention à l'énergie qu'on consommait, à l'eau qu'on consommait. Pour d'autres raisons, parce que c'était cher et que les gens devaient faire attention. Mais aujourd'hui, on doit le faire parce que c'est nos propres ressources qui en dépendent. Et je pense que l'architecture n'est que le reflet de notre société. Et donc, tout ça, vous le mettez en application dans vos... J'essaye, c'est pas tous les jours facile. Je veux dire, je pense que le Covid et le confinement a accéléré les choses sur beaucoup de points. Et je pense que on est en train de prendre conscience que le monde est en train de changer et qui doit changer surtout. Et je pense malheureusement, il y a des gens qui s'accrocheront toujours. Et je vois dans la profession de promoteur, il y en a qui ne comprennent pas et qui continuent à faire les choses comme au XXe siècle. Et il y en a d'autres qui l'ont compris. Donc, il faut accompagner ceux qui n'ont pas compris et puis encourager ceux qui ont compris. Je pense que la pression parisienne est d'autant plus forte politiquement qu'on voit bien que les gens, ils n'en peuvent plus des embouteillages. Il faut changer ça. Je veux dire, passer du temps dans les embouteillages, polluer l'air qu'on respire après, il y a une espèce d'aberration. Donc forcément, quand vous habitez dans un petit village de la Creuse où vous n'avez pas d'embouteillage et de complications, vous êtes peut-être moins sensible à faire du matériau biosourcé et des tramways. Voilà. Très juste. Voilà. Donc oui, je pense que nécessité fait foi. Et donc oui, les grandes métropoles conjuguent toutes les problématiques de notre société aujourd'hui. Voilà. D'accord. Comment imaginez-vous le monde d'après, puisqu'on en parle actuellement du monde d'après, beaucoup? Je viens de lire une BD là, que mon ami d'enfance, là, François Missonnier, là, qui a été le créateur de Rock en scène, qui m'a offert ça. C'est Carbone et Silicium de Mathieu Babet. C'est désespérément magnifique. Le livre est très beau et je pense que si on ne fait pas attention, on peut arriver à ces scènes d'apocalypse. Il y a beaucoup de raisons de croire, d'être pessimiste. Alors, je pense qu'il y a d'autres voies et je pense qu'il faut rester optimiste. Moi, je suis optimiste, mais il faut vraiment que les gens prennent conscience. Il faut des changements radicaux dans notre... Alors, je pense qu'il ne faut pas une écologie punitive, mais une écologie... rigoureuse. Oui, heureuse aussi, optimiste. Il faut accompagner les gens. Après, il y a des vraies problématiques de surpopulation, de surconsommation des richesses. Je pense qu'il faut que nous, on arrête de penser l'urbanisme en termes de cartographie, mais en termes de géographie. Il n'y a rien de plus débile de penser que la rivière, elle s'arrête à une ligne qu'on a tracée. Si on raisonne en écosystème, il faut penser... par des vallées, il faut penser par des littorales, voilà, c'est ce genre de choses. Donc ça serait une première chose. Et je pense qu'il faut même aller plus loin que ça. C'est-à-dire qu'il faut... Moi, je pense que je l'écris dans un texte. Je pense qu'il faudrait des zones humanisées, des zones non humanisées.
Et je pense qu'on est vraiment un prédateur pour toutes les autres espèces vivantes depuis longtemps, même entre nous. Hein. Et je pense que ça, il faut qu'à un moment donné, on dise, voilà, il y a des zones qui sont réservées pour les humains, il y a d'autres où on n'y va pas du tout. On laisse faire la nature comme elle est. Il faudrait avoir cette culture de dire empreinte zéro. Voilà, on arrive sur Terre, on repart et avec un objectif un peu plus vertueux, peut-être de dire on va essayer de l'améliorer plutôt que de le détériorer, quoi, de le retrouver, laisser un peu meilleur que ce qu'on a fait. Bon, tout ça, c'est des vœux pieux, mais il faut vraiment le faire, quoi. C'est parce que Et sinon... vous arrivez quand même un petit peu à vous poser ces questions quand vous construisez? Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que j'essaye Vous de faire. bataillez pour Je Ouais. bataille. Alors, moi, je suis... Vous boxez? Oui, mais je reste centriste dans mes positions, donc j'ai des propos radicaux comme ça, mais bon, je suis un grand démocrate, un grand laïc, et donc je voulais faire les choses vite, mais quand même en douceur et démocratiquement. Donc, oui, non, je pense déjà, là, on est en train de monter une société pour planter des arbres, pour justement améliorer notre bilan carbone et aller plus loin dedans. Et je pense que quand je dis on va mettre un bureau d'études pour les matériaux biosourcés, c'est pour justement arriver à mettre en œuvre cette architecture de manière plus vite, parce que aujourd'hui on vous dit bah oui, vous faites la terre crue, etc. Ah oui, mais alors vous au nord c'est pas ça, il faut mettre ceci. En fait, vous les mettez presque comme mur de refend. Alors que quand vous regardez une ferme du côté de chez nous, tous les murs sont pisés. Donc il y a des choses que j'ai envie de comprendre et de savoir pourquoi on ne peut pas les faire. Et on se rend compte qu'on est quand même bloqué pas mal par les logiciels La norme et le logiciel. Ouais, la RT 2020, 21, 22, 25. Voilà. Et je veux essayer de rentrer là-dedans. Mais ça ne se fait pas tout seul. Il faut faire des essais. Donc, c'est de Bien sûr. l'investissement supplémentaire. Et c'est pour ça aussi que ça rejoint l'autre question que vous posiez, pourquoi avoir une grande structure? Si vous êtes tout petit, c'est difficile de pouvoir payer cette recherche et cette démarche-là. Et donc cette société que vous allez créer, c'est vous qui l'englobez dans votre agence? Ce sera une filiale, comme on a fait pour l'économie de la construction. Voilà, donc alors, les Covid, ça a un peu ralenti tout ça. Puis il faut trouver les hommes aussi qui veulent rentrer là-dedans. Voilà. Parce que là, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui ont envie de rentrer dans un projet. Donc on en a rencontré quelques-uns, ils ont hésité. Pour l'instant, c'est pas fait, mais bon, c'est en cours. Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture aujourd'hui? Pendant leurs études, c'est d'être curieux. Aller écouter des conférences, voir des projets, voyager, travailler dans différentes agences, connaître différentes cultures. Et puis après c'est croire en eux, quoi, parce qu'il y a que ça, quoi. On va sans arrêt les décourager. Moi, j'étais à une remise de prix il y a 3-4 ans. Je ne citerai pas l'architecte qui a fait la conférence, mais bon, il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient là pour l'écouter et il les a pourris, quoi. Donc je pense que c'est vrai que c'est un métier extrêmement difficile. On l'a évoqué. Mais bon, c'est un métier qui fait rêver beaucoup de personnes et qui est dans la loi française d'utilité publique. Donc, on rend service. Un mot de la fin? Une conclusion? Je pense que c'est ce qu'on disait, il faut savoir concilier une vie personnelle et une vie professionnelle. Et votre agence parisienne qui va prendre, dans cette période post-Covid qui se dessine, peut-être plus d'ampleur? Écoutez, oui, moi je pense que, comme on l'évoquait, il faut lier les projets personnels aux projets professionnels. En tout cas, moi, c'est mon équilibre. Et donc là, je vais m'implanter un peu plus. Là, j'ai pris un appartement sur Paris. Donc je deviens propriétaire à Paris. Ma fille aînée pourra vivre avec moi. J'aurai notre maison à Toulouse avec ma fille cadette. Et puis l'objectif, c'est de faire grandir Paris comme on a su faire grandir Toulouse. Ça sera un beau challenge. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci, chers auditeurs, pour votre écoute.
À bientôt pour notre prochain numéro et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse Comdarchi Podcast, COMDARCHI Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.